Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Monsieur le Président de la République, la presse nationale et internationale brûle d'envie de vous rencontrer depuis plusieurs semaines. Et pour faire suite à cette demande, vous avez bien voulu vous prêter aux questions des journalistes qui ont préféré commencer par l'actualité du 7 décembre et aborder ensuite celle du 14 novembre. Merci. À nouveau, bonjour et merci pour votre présence. Je suis heureux de vous retrouver, surtout après la frayeur que nous avons tous eue il y a quelques jours. Vous savez, Dieu aime le Bénin et nous allons jamais cesser de lui rendre grâce pour ça. Alors je suis à vous, on se parle cash. Madame, vous avez l'honneur. Merci Monsieur le Président. Je suis Inès Fassia, directrice de Bénin TV Junior. Les enfants m'ont remis plusieurs questions, mais dans ce lot-là, je vous pose une seule. Ils veulent savoir comment vous vous sentez après le 7 décembre. C'est des enfants qui veulent savoir comment se porte le Père de la Nation. Aussi simple que ça. Merci. Je vais bien. Je vais très bien. Même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier. Parce que cet incident, c'est comme ça que je le qualifie, parce que pour moi, ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État. Parce qu'il faut bien plus que ça pour soumettre un État entier. Je suis peiné, j'ai été très malheureux, je continue de l'être pour l'image que cela donne de notre pays. Et c'est cela qui, en fait, constitue ma véritable souffrance. Pour moi-même, je vais très bien physiquement, et ma mémoire a pris un petit coup quand même. Pour cela. Vous savez, nous aimons tous le Bénin, malgré nos divergences, nos heurts, nos disputes. Je pense que la quasi-totalité des Béninois elle était loin de penser qu'un tel événement se produirait au Bénin. Ça nous ramène des dizaines d'années en arrière. Mais ça va, je veux espérer que tout le monde va bien également. On dit aux enfants que je vais très bien. Je leur dirai, avec votre permission, la deuxième question. Ils veulent savoir, à votre avis, qu'est-ce qui est important que les enfants et les jeunes du Bénin retiennent sur le Bénin aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qui est important qu'ils doivent savoir du Bénin? Que le Bénin est un grand pays, une grande nation. Qu'ils soient fiers de leur pays, que même les plus grands pays du monde peuvent subir des épreuves. Ce n'est pas parce que nous avons connu une épreuve douloureuse, rare, que cela remet en cause la grandeur de la nation béninoise. C'est notre capacité à réagir, à faire face à ce genre de défis, d'épreuves, qui fait de nous aussi un grand pays. Donc qu'ils soient fiers du Bénin. Merci Monsieur le Président. Je suis Aboubakar Takou, quotidien Le Béninois libéré et BLTV. Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement déjoué du 7 décembre dernier, est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale. Une essence que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qui paraît, cette garde nationale est l'essence la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République? Je vous remercie. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous
Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou bien une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau, assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leur autorité, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte pour mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une frange, une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers, ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même eu l'outrecuidance d'appeler certains pour demander leur aliment. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. Une était ma volonté de limiter les dégâts. Quand ils ont fui de la télévision et se sont retranchés dans la caserne aurait été bombardée.
les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale, et de Ouida étaient en position de bombarder le camp de retraite, c'est-à-dire le Togben. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qui ont embarqué. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le, suis-le. C'était même ridicule. Une bonne partie des enfants, des jeunes qu'ils ont embarqués ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit « venez, il y a une opération », vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Alors, mes très chers, notez que l'armée béninoise et la garde nationale ont joué leur rôle et je continue de le garder, je continue d'être fier à leur égard. Monsieur le Président de la République, je suis Paul Danogbe du média en ligne Africarou. Aujourd'hui, dites-nous quelles sont les mesures qui ont été prises pour que les Béninois n'assistent plus à ces événements, à ces tristes événements. J'ai presque envie de dire que vous êtes le plus chanceux dans la sous-région. Quel est le secret du président Patrice Talon? Ben non, je n'ai pas de secret. C'est la nation entière qui, comme je viens de le dire, n'est plus à ce stade du tout. Le Bénin, j'aime bien le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le Bénin est déjà un autre pays dans notre sous-région. Certes, il y a eu des failles, c'est vrai. Je manquerais de sincérité si je ne vous l'avoue pas. Nous étions peut-être un peu dans un excès d'assurance et de constat de la paix, de la tranquillité d'un pays dans lequel tout le monde, malgré nos difficultés, nos peines, nos heurts, nos divergences, on pensait que le Bénin était loin d'être sujet à une telle chose. Vous savez, si on prend les grands pays dans lesquels ce genre de choses ne sont plus envisageables, les pays d'Europe, développés, les États-Unis, Canada et consorts, ce n'est pas une telle idée qui manquerait à certains de leurs ressortissants. Il y a bien des gens qui se saisissent d'armes de guerre pour aller braquer une banque, pour aller braquer une bijouterie. Mais il ne reviendrait à personne dans un pays d'aller braquer l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui, se levant le matin, ont peut-être envie de devenir président des États-Unis ou président de la France par la force. Ça, on ne peut pas dire qu'aucun Français, aucun Américain, aucun Canadien, aucun Allemand n'est capable d'avoir une telle idée folle. Tous les hommes ne sont pas identiques, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu. C'est pas pour dire toujours quelques marginaux. Autant, on peut prendre des armes pour aller braquer dans ces grands pays une banque, une bijouterie. Autant, même si l'envie existe, personne ne ferait irait braquer, comme je viens de dire, l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que si quelqu'un le fait, il est certain, 100% certain, que cela ne va pas prospérer. Qu'aucun corps d'armes ne suivrait. Aucun commandement ne suivrait. Le peuple ne suivrait pas. Aucune institution ne suivrait. Donc il ne pourra jamais jouir du pouvoir. Jamais. Ça peut durer 1 heure, 2 minutes, 1 semaine, même 1 mois, si c'est saisi d'armes très lourdes pour empêcher les autres corps de venir le saisir. Mais jamais celui qui penserait quelque chose du genre, qu'il ferait, ne jouirait du pouvoir. Dans certains pays qui ne sont pas à ce stade, si vous le faites, vous avez peut-être une chance sur 10, sur 20, sur 1000 d'en jouir. Il peut y avoir une partie de l'armée qui peut se rallier. Une partie de l'opinion peut se rallier.
des acteurs politiques peuvent se rallier. Alors quand la communauté, une nation est encore à cette étape-là, ce genre d'événement peut arriver. Mais une communauté, une nation dans laquelle, tout ce que je viens de citer, les institutions, l'armée, consorts, jamais ne se rallier à une telle aventure, dans cette communauté, il n'y aura jamais de coup d'État militaire ou par la force. Jamais. Il faut souhaiter que notre pays, qui vient de démontrer qu'il est un grand pays, reste sur ce palier et que notre évolution, notre émancipation, notre compréhension du monde, de la vie, des règles et consorts n'amène plus jamais aucune frange de notre société significative. Que ce soit le peuple, que ce soit les institutions, que ce soit les armées, que personne ne puisse jamais adhérer, ou faire allégeance ou approuver une telle chose. Et c'est pour ça que ceux qui ont eu le courage ou l'outrecuidance, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, de se réjouir de ça, comme je viens de dire, les marginaux ne manquent pas, nulle part au monde. Il y en a aussi au Bénin. Il y en a même parmi la classe politique. Parmi vous, il y en a. Ceux qui se sont réjouis de cela, ils sont condamnables. On ne peut pas applaudir publiquement un crime. On ne peut pas se réjouir publiquement d'un crime. Mais je pense que plus le temps passera, et plus ce genre de marginaux seront en nombre infime, pour que la nation dans sa globalité soit effectivement une très grande nation. C'est pour dire que c'est au Bénin qu'il faut, je vais dire ça, qu'il faut apporter le salut de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la tentative n'est pas prospérée. Moi, je n'ai pas de secret particulier. Je suis chef d'équipe pour un temps, ça va s'achever bientôt. Et nos actions ne portent que parce que les Béninois adhèrent à ce que nous faisons, malgré les divergences qu'on peut observer ici et là. Nous ne pourrons pas dire qu'aucun Béninois n'aura jamais, plus jamais une telle idée, mais il ne faudrait pas que l'idée puisse prospérer à ce point. Même si très vite, nous avons eu le dessus. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment. Même moi-même, je n'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine, parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis, ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. C'était un week-end, il fallait qu'ils viennent de Calavi. Et c'était la personne la plus indiquée. Mais ceux qui sont à la CRTB ont bien vu qu'il n'y avait pas eu de résistance. On les a poursuivis, ils sont partis très vite. Bon, c'était des voyous. C'était des voyous, des petits terroristes qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin et puis quelques également personnes étrangères que je me garderai d'évoquer ici parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire-là. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, je ne sais même pas comment il faut les qualifier, insensés, qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Je n'en dirai pas plus. Je suis Emmanuelle Sodji, correspondante de France 24 au Bénin. Ma question est la suivante. Quelle est votre véritable lecture politique de cette tentative de coup de force? Et puis, deuxième partie, est-ce que vous craignez que cette nouvelle tentative se produise, sachant que les principaux responsables sont encore en fuite? Merci. Ma lecture politique de ce qui s'est passé, je n'en ai aucune. Je fais une lecture sociologique de ce qui s'est passé et non politique. Pour moi, cela n'a pas été engendré par une crise politique. Cela ne pouvait pas déboucher sur une remise en cause de notre orientation politique. Non.
Donc je ne tire aucune conséquence politique de cela. Le Bénin lui-même est garant de notre sécurité, de ce que personne ne peut plus s'emparer du pouvoir par la force. Ce sont ces choses-là qui sont essentiellement les garants de notre stabilité. Donc si il n'y a pas d'assurance que la prise de pouvoir d'État par la force de cette manière ne peut se prospérer, je pense que c'est ce qui ne se reproduiront plus jamais. Nous venons de donner un exemple aux marginaux. Donc pour moi, madame, cela ne se reproduira plus jamais, juste parce que les uns et les autres ont pu constater que le Bénin n'est plus à ce stade. Toutefois, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les mesures appropriées pour ne pas perturber la quiétude des Béninois seront prises pour que des intentions du genre ne puissent jamais s'exprimer, que ça reste dans la tête des marginaux et qu'ils ne passent jamais à l'acte, ou même s'ils le tentent, à la seconde d'après, que ça ne puisse prospérer. Gérard Goyon, je suis du journal L'événement précis. Le Parlement de la CEDEAO a pris une résolution condamnant l'attaque et faisant des recommandations tendant à engager un dialogue. Comment vous avez accueilli cela, Monsieur le Président? Très bien, la CEDEAO est dans son rôle, c'est appréciable qu'un genre d'attaque soit condamné. Et il est également du rôle de la CEDEAO d'appeler à la concorde, à la discussion, à la paix dans tous les pays où quelque chose paraît remettre en cause l'ordre constitutionnel, donc politique, paraît. Donc il est évident que la communauté internationale invite le Bénin, invite le président de la République, les acteurs politiques, à ne jamais emprunter cette voie pour régler un problème qui pourrait être politique, qui pourrait l'être. Donc c'est évident que la CEDEAO nous demande, au besoin, d'engager des dialogues pour que ce ne soit jamais par les armes que nous réglons nos différends. Ceux qui ont peut-être encouragé ces enfants, garçons, à faire une telle chose, et qui ont peut-être des raisons politiques, sont également concernés par ce genre de message. Vous avez beau avoir des divergences avec le pouvoir en place, l'État ou l'autorité en charge, à l'instant, vous ne pouvez pas faire, encourager, inciter les gens à aller s'attaquer à l'État. Donc c'est un message d'ordre général que je prends avec honneur et humilité. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Joël Tchogwe de Peace FM. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que les dysfonctionnements ou les défis de gouvernance peuvent faire le lit à des intentions malveillantes, de tentatives de putsch? Et ensuite, quelle est la mission de l'armée étrangère qui a été sollicitée pour venir en renfort à l'armée béninoise? Merci. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Hein? Donc, ce que vous qualifiez peut-être de dysfonctionnement de l'action publique, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas si le mot est approprié. Il n'y a rien, aucune action, nulle part au monde, soit capable de faire l'unanimité. Aucune action humaine. Même le Créateur ne fait pas l'unanimité. À plus de raison, les hommes et l'action humaine. Donc, ce qui a pu, dans le courant de l'action publique, pendant le mandat ou les mandats qui se sont écoulés, à ne pas plaire à certains, aux uns aux autres, ont pu porter même parfois préjudice, à tort ou à raison, à certains, peuvent être de nature à ce qu'il soit souhaité que le président, le chef d'équipe décède. Pourquoi pas? On peut dire, oh là là, si une mort emporte celui-là, mes peines seraient finies. C'est pareil, hein, vous savez, quelqu'un qui pense que la rigueur de l'État, la rigueur des institutions est imprimée par le chef
et qui lutte de manière implacable contre la corruption. Et si quelqu'un vide la corruption, il peut souhaiter que tout cela s'arrête par la disparition du chef. C'est humain, c'est humain. Donc pour moi, ce qui a pu se passer, même si des acteurs politiques que je qualifie de marginaux ont pu encourager les enfants, les garçons à le faire, je ne considère pas que cela est lié à une dérive de l'action publique, de l'État, dérive de l'autorité en charge de notre destin commun pendant l'instance actuelle, que cela soit lié à un dysfonctionnement. Je ne sais pas ce qui serait ce dysfonctionnement-là, donc je ne fais pas cette lecture, comme je viens de le dire. Alors, pour ce qui est de l'intervention de l'armée de l'air du Nigeria, c'est un peu vers midi qu'après avoir analysé la situation, en discussion avec les responsables militaires, le patron de la garde républicaine, le chef d'état-major général qui était en France, qui a dirigé les opérations de loin et qui s'apprêtait à prendre le vol et venir à Cotonou. C'est après avoir échangé avec eux que nous avons décidé de faire appel à une frappe, à un pays susceptible de nous aider à faire une frappe chirurgicale. Parce qu'ils se sont retranchés à Togbin avec des armes lourdes, avec des blindés. On avait neutralisé un des blindés devant la télévision nationale, mais ils sont retournés dans la caserne avec des blindés. Vous savez, dos au mur, ils peuvent encore faire des bêtises. C'est-à-dire commencer dans la caserne, à tirer, à faire n'importe quoi, en sachant que la cause était perdue. Nous avions nous aussi positionné des blindés non loin du camp pour les convaincre, résoudre à déposer les armes. Vous ne pouvez pas être certain que des gens qui ont fait une telle folie soient quelques minutes après capables de raison, dire bon, laisse tomber. Donc il se pourrait qu'il y ait des échanges qui feraient beaucoup de dégâts dans le quartier de Togbin. La base est au cœur de Togbin. Je ne peux pas être président de la République, c'est parce que j'ai été éprouvé à quelques minutes que je vais dire, peu importe les dégâts que ça va occasionner, peu importe les vies innocentes qui pourraient être perdues. Mais nous avons dit, il ne faut surtout pas que les affrontements entre l'armée loyaliste, l'armée tout court et ces voyous engendrent encore des pertes en vie humaine. On avait déjà perdu 2 personnes. À cette heure-là, je savais déjà que l'épouse du général Bada était déjà décédée, je le savais déjà. Je savais déjà qu'on vient de perdre un des soldats de la garde républicaine. Je venais de voir un deuxième qui a reçu une balle qui a brisé complètement le bras. Donc pour moi, nous étions en train de perdre déjà 3 personnes. Est-ce que ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer? Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Il ne faut pas non plus tuer d'autres soldats qu'on savait très bien dans le camp, mais non partisans de cette affaire-là. Quand je viens de vous dire, suivez-les, ils sont avec nous. On savait déjà qu'il y avait plein de gens dans le camp qui n'étaient pas avec eux. Des gens dans le camp nous appelaient. On a eu des appels de soldats dans le camp qui disaient, mais non, on n'est pas concernés, ce qui se passe, c'est pas bien, et comme ça, qui n'étaient pas avec eux. Il faut préserver ces vies-là. Ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire 1 ou 2 de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ce sont des armes puissantes, en face desquelles il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai, nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons,
C'est vite fait, mais il y aurait dans tous les cas. Si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles, très haut, de faire une frappe millimétrée. Peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin et nous consacrons nos ressources à nous assurer du minimum. Notre stratégie de lutte contre le terrorisme, de préservation de la sécurité intérieure du pays, requiert des acquisitions assez spécifiques. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc, avoir des avions qui coûtent très cher, à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie, comme vous venez de l'observer. Pour préserver Togben, le quartier et les vies humaines, il fallait faire appel à une telle arme pour neutraliser un ou deux blindés de tête afin qu'ils comprennent qu'ils sont totalement nus et qu'ils se rendent. Donc vers midi, nous avons décidé de solliciter le Nigeria. Nous savions, le commandement militaire béninois savait que nos amis nigérians disposaient de tel équipement. On leur a fait appel via la CEDEAO, via le président Tinubu lui-même en personne, et nous avons opéré les formalités nécessaires dans la journée pour que ce soit une intervention qui se fasse dans le cadre de la CEDEAO, normée, bien précis, et nous avons dit dans quel cadre nous voulons le faire, et nous avons rassuré les Nigérians que cela éviterait beaucoup de pertes en vie humaine. Le président Tinubu a été rassuré de cela, parce que il ne faut pas, pour neutraliser une dizaine de gars, vingtaine, tuer des centaines d'autres. Donc c'est exclusivement à cet effet que nous avons sollicité les appareils qui sont venus opérer. Ils ont fait 2 frappes. Ça suffit pour que ce qu'on espérait s'est bien passé. C'est la débandade. Donc nous avons eu raison d'avoir fait ce choix-là. Le président du Nigeria a souhaité envoyer une troupe terrestre. Vous savez, quand vous êtes éprouvé, il est de bon ton de ne pas refuser l'aide, même si vous n'en avez pas besoin. Les règles de courtoisie requièrent cela. Vous êtes éprouvé, on vous dit, on va vous aider. On envoie des hommes. Même si vous n'avez pas besoin de ça, vous dites merci. Donc on a reçu les troupes terrestres qui sont arrivées vers minuit, 1h du matin, alors qu'on n'a pas besoin de ça. J'étais déjà passé à la télé moi-même, dire que les Béninois pouvaient vaquer à leur occupation le soir même. Pourtant, l'armée nigériane est venue par voie de terre à minuit. Nous avons installé, ça montre que la coopération fonctionne bien une fois de plus. Tout cela montre bien que on peut toujours compter sur la coopération internationale si il y a besoin. Bonjour Monsieur le Président, Ozia Sounouveau de Bénin TV. Merci de nous avoir assuré sur le maintien et la préservation du pacte républicain qu'on salue aujourd'hui. Cependant, le pays a reçu un coup pour son image. Tigri et son escouade rapprochée sont toujours en fuite. Permettez d'insister sur la question d'Emmanuel Sodji. Est-ce que vous redoutez une nouvelle tentative et est-ce qu'on peut savoir où il se terre si vous ne pouvez pas pour le moment nous parler des complicités du voisinage? Où est-ce qu'il se terre? Moi, je ne crains pas une récidive de la chose. Et même si ça devait se faire, soyez tranquille, peut-être personne ne le saura parce que ça n'ira pas à ce point-là. C'est vrai, ils sont en fuite et c'est vrai que nous voulions qu'ils déposent des armes, qu'ils se rendent. Et pour ne rien vous cacher,
À un moment donné, nous avons eu Tigri au téléphone. Le patron de la garde républicaine lui a parlé au téléphone. Il lui a dit, garçon, c'est une folie ce que tu fais. Rends-toi, dépose les armes. Il a dit, ah non, il ne faut pas sous-estimer ma capacité de nuisance, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais nous voyons que vous voulez nous bombarder. J'espère, à un moment donné, ils étaient déjà dans la demande d'un apaisement eux-mêmes. Alors, quand le concerné montre déjà ses faiblesses, il dit, mais ne nous bombardez pas, vous comprenez donc que nous ne pouvons pas aller plus loin. Et quand, effectivement, nous avons réduit, ils ont commencé par fuir, deux choses l'une. Certains sont enfuis avec leurs armes, qu'ils ont jetées après dans les caniveaux, dans les rues de Togben, puisque nous avons reçu des armes, la population nous a amené des armes après. Quand ils fuient comme ça avec des armes, vous les poursuivez, c'est des champs de tir, le risque encore de mort devient réel. À l'instant où vous poursuivez quelqu'un qui est armé, dans un quartier densément peuplé. Nous aurions pu, si on avait donné le feu vert aux hommes, de la poursuite de tirer sur eux, quand ils ont commencé à faire le mur, quand certains se sont mis en civil, certains sont mis en civil et sont sortis du camp sur des motos. Moi, j'ai donné les consignes de ne pas abattre qui que ce soit en fuite. Parce qu'il y a déjà eu un premier lot qui s'est enfui. Quand ils sont arrivés dans le camp, Tigri lui-même est parti du camp en civil et en voiture. Il a abandonné les garçons, il a quitté, il est sorti du camp. Quand la frappe a eu lieu, il n'y était plus. Donc, ceux qui se sont enfuis, tant mieux. Nous les recherchons, nous avons retrouvé certains parmi eux, mais certains n'ont pas été retrouvés et je crois, ont eu la facilité de quitter le territoire. Parce que vous savez très bien que la convivialité, la bonne cohabitation entre nos deux pays, la CEDEAO, même si parfois sur les papiers, ce n'est pas une réalité, entre les populations, c'est une réalité. Les échanges sont libres, totalement libres entre les populations sur les frontières. Et il n'y a pas que les points de passage officiels qui permettent d'aller du Bénin au Nigeria, au Niger, au Burkina ou au Togo. Donc ils ont pu passer les frontières. Et nous avons lancé les mandats d'arrêt contre eux. Nous avons sollicité les pays concernés pour coopérer et nous les livrer. Je vais espérer qu'ils vont coopérer, qu'ils vont nous livrer ces voyous-là. Parce qu'il faut qu'ils en répondent. Mais je compte de vous dire, c'était moins de mal qu'ils se soient enfuis que les poursuivants. Nous fassions beaucoup de victimes dans Togben. Rachida Ousso de BIP Radio. Si vous me permettez, j'aimerais aborder le deuxième thème de cette conférence. J'aimerais évoquer la trêve politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va marcher et est-ce que ça ne pose pas problème dans un pays démocratique? Merci. J'ai donc promulgué hier la loi portant révision de la Constitution. Et c'est vrai que dans les nouvelles dispositions, il y a, je vais le dire ça abusivement, l'instauration d'une trêve. Mais en fait, ce n'est pas nouveau, madame. Dans le dispositif politique électoral du Bénin, ça tout le monde le sait, la campagne électorale en vue du changement des équipes politiques, que ce soit exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, la campagne électorale, dans les tests qui organisent les élections aujourd'hui, la campagne ne peut s'ouvrir que, je crois, c'est 2 semaines avant le scrutin. C'est ça, les textes existants. Donc, théoriquement, dans les règles, dans les tests qui organisent la compétition politique, on n'est en campagne électorale que 2 semaines avant les élections, avant les scrutins.
Et si vous lisez les nouvelles dispositions de la Constitution, c'est tout ce qui a été dit. On dit que la critique par les acteurs politiques est permise, elle est autorisée, elle est même normale, elle est souhaitée. C'est dans la Constitution. Il faut que les acteurs politiques, notamment ceux qui ne sont pas en charge, puissent commenter, critiquer l'action de ceux qui sont en charge pour qu'il y ait amélioration, pour qu'il y ait des propositions alternatives, pour qu'il y ait des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire que ceux qui sont en charge d'une fonction politique ont la science infuse et qu'à eux seuls, ils détiennent la vérité. Donc, le principe même de la critique de l'action publique est consacré dans la Constitution, dans les nouvelles dispositions, et de manière permanente. Il faut ne pas vous laisser entraîner par l'image des mots, je dirais plutôt l'image, même pas leur contenu, parce que le mot trêve paraît très fort. Mais dans son contenu, la trêve ne concerne pas la critique de l'action publique. Mais nous savons très bien que personne ne respecte les 2 semaines de campagne que prescrivent nos lois. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre le doigt là-dessus, utiliser un mot fort pour interpeller les consciences, pour dire qu'on ne peut pas être en campagne toute l'année, tout un mandat durant. Un président qui est élu un jour J pour 5 ans, pour 7 ans bientôt, pour peut-être 10 ans, peut-être on ne sait jamais, ou peut-être pour 2 ans ou 3 ans. Nous sommes dans un modèle d'élection générale. Quand un système un régime est mis en place qui concerne l'ensemble des diverses fonctions politiques, parlementaires, exécutives ou locales, il ne faut pas qu'aussitôt après les élections, la campagne redémarre pour les élections qui auront lieu 5 ans après. Et c'est ça qui a été redit de manière plus forte dans la disposition qui prescrit qu'on ne peut pas faire campagne tout le temps. Et nous avons même élargi la période de campagne. On permet même que la campagne ait lieu, au lieu de 15 jours avant les élections, elle ait lieu même 1 an avant les élections. On allait plus loin que ce qui existait. Au Bénin, désormais, si un scrutin, une élection a lieu 1er janvier 2027, à partir du 1er janvier 2026, on peut commencer la campagne. Mais pas avant. Et c'est cette période où on ne permet pas aux acteurs politiques d'être en campagne que nous appelons trêve. Il n'y avait pas un mot pour le désigner précédemment. Nous avons utilisé le mot pour que ce mot soit utilisé avec sa force, pour que les uns et les autres sachent et s'engagent à ne pas être en campagne tout le temps. C'est tout. C'est ce que veut dire la trêve. Nous en faisons un foin terrible parce que nous sommes habitués à ce que même quand les textes existent, qu'on ne les respecte pas. Il a suffi qu'on mette le doigt dessus, qu'on dit « oh là là, vous nous entendez de parler ». Mais la disposition constitutionnelle consacre que la critique soit permanente. Barnabas Orokouma, journaliste et promoteur du groupe de presse d'Abaro. Nous sommes à Parakou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au lendemain du vote de la loi portant révision de la Constitution, le gouvernement a fait une tournée dans le pays pour expliquer aux populations le contenu de cette nouvelle loi. Qu'est-ce qui ressort de cette tournée? Est-ce que ce sont les rapports qui vous ont été faits qui ont permis à ce que plus tard vous promulguez finalement cette loi? Je vous remercie. Moi, j'ai été consulté par les partis politiques. Cette loi qui a été votée n'a pas été votée dans mon dos. Je vais vous le dire. J'ai été consulté et le ministre de la Justice a participé au débat. Et nous avons fait des amendements. Donc, ce qui a été voté était parfaitement en phase avec notre vision. Et je change beaucoup avec les partis politiques qui appuient l'action gouvernementale. Je n'exerce pas la fonction tout seul. Je suis en concertation permanente avec les partis politiques qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, des lois à caractère politique
ne peut pas être voté sans qu'il n'y ait quand même une certaine discussion, convergence de point de vue entre les acteurs politiques qui soutiennent l'action du président et lui-même. Donc, je ne vais pas me dérober sur la question, j'ai été bien informé et j'ai participé à sa rédaction. J'ai même fait des suggestions d'amendements. Vous savez, les dispositions de la révision de la Constitution sont quelque chose de sensible. Vous me direz pourquoi on n'a pas fait ça avant. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça me caractérise, même si tout le monde le sait déjà. C'est quoi le rôle d'un leader? C'est quoi le rôle d'un leader? Un leader politique, un leader religieux, un leader social, un leader d'une cause donnée. C'est quoi son rôle? C'est de réfléchir à ce qu'il faut. Et de le partager, certes, avec sa cible, ses concitoyens, quand il s'agit de leaders politiques, mais aussi c'est surtout d'oser proposer des solutions aux problèmes qui se posent à la communauté. Donc un leader, ce qu'on attend d'un leader, ce n'est pas simplement tout le temps d'aller recueillir ce que veut la communauté pour mettre en œuvre, point barre. Mais sinon, quel est notre rôle? Quelle est la compétence? Quelle est l'énergie? Quel est le savoir-faire? Quelle est l'expérience que nous mettons au service de nos concitoyens si nous ne pouvons rien leur proposer? J'estime qu'il est de notre devoir de faire l'analyse de nos conditions de vie, de l'environnement international, national, et de proposer les solutions les plus indiquées pour que le pays avance. Si je dois attendre que les solutions viennent de mes concitoyens qui, dans leur quotidien, s'occupent de ceux qui les concernent directement et que ce pourquoi ils m'ont élu, ce pourquoi ils ont élu les députés, il faut qu'on se dérobe pour aller leur demander, mais sur telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est une faillite. Non, il ne faut pas se dérober. Nous pouvons voter une loi et rendre compte. Je crois que c'est ce qui a été fait. Le temps que nous avons mis à promulguer n'est pas lié à la reddition de comptes. Non. Il fallait que la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Mais j'ai voulu, par respect au peuple, j'ai voulu quand même que tout de suite, dès que la loi a été votée, j'ai voulu que le peuple soit informé de cela, nonobstant la procédure de validation par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de la loi. Bonjour Monsieur le Président. Oui. Le Sénat. Quels sont ses pouvoirs réels? Beaucoup pensent que c'est une institution que vous avez créée qui se place au-dessus des institutions qui existent et que c'est également pour placer le futur président de la République sous tutelle. Et est-ce que vous êtes le futur président du Sénat? Le Sénat, tel qu'il a été défini, paraît une invention béninoise, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il n'y a aucun élu au Sénat, que le Sénat n'a aucune légitimité. Pourtant, le Sénat a un rôle important. Je veux vous dire que c'est vrai, chacun imagine, invente ce qui lui convient, ce qui est conforme à ses besoins, à son histoire, à sa réalité. Mais il est rare que les idées même les plus belles, les plus innovantes ou novatrices relèvent d'une exclusivité. Dites-vous une chose, quand vous pensez à quelque chose de très bien, quelqu'un a déjà pensé à ça. C'est rare qu'on soit vraiment les seuls à avoir une idée novatrice. Le fait que ce soit un parlement de gens désignés, de compétences, d'expérience, de sagesse, existe ailleurs dans le monde. Vous le savez, non? Le Bénin n'est pas le seul pays dans lequel le Sénat est composé à 100% de personnes désignées, aucun élu. Le Canada. Le Sénat du Canada, il n'y a aucun élu dedans. Ils sont tous désignés.
Ce n'est pas le Canada qui nous a inspirés. Hein. C'est vrai que la connaissance du monde peut parfois nous amener à faire nos analyses de manière circonstanciée. Le rôle qu'on a voulu donner au Sénat requiert que ce soit un Sénat de personnalité. Pour jouer ce rôle tampon, pour jouer ce rôle d'apaisement, pour jouer ce rôle de régulateur de la vie politique. Au Bénin, il n'y a aucune institution qui régule, qui apaise, qui tempère les ardeurs politiques. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est notre plus grand problème. Ce sont les heurts politiques qui créent des histoires. Ce sont les différences politiques qui même empêchent l'action politique efficace. Il n'est pas inutile qu'il y ait dans la République un conseil de sages. Nous l'avons appelé Sénat parce qu'il a quand même un petit rôle législatif. Et le thème consacré pour les institutions qui partagent avec l'Assemblée le pouvoir législatif, ce thème standard, c'est le Sénat. S'il n'y avait pas le moindre rôle législatif dans les attributions du Sénat, on aurait peut-être appelé le Conseil des sages. Mais tel qu'on l'a défini, le Sénat a également un autre rôle législatif parce qu'il y avait un vide dans le dispositif béninois, dans la Constitution en ce qui concerne les divergences entre le Parlement et le gouvernement. Vous savez, au Bénin, le président de la République, le gouvernement, peut également initier des lois qu'on appelle projets de loi. Le Parlement initie proposition de loi. Dans tous les cas, que ce soit projet venant du gouvernement, venant du président de la République, ou proposition venant des députés, c'est le Parlement béninois seul au Bénin qui vote la loi. Une fois que la loi est votée, si le président de la République n'est pas d'accord avec certaines dispositions qu'il estime non pertinentes pour l'action publique, pour la gouvernance du pays, pour l'efficacité de l'action publique, le président de la République peut demander une deuxième lecture. Et il dit, à l'occasion, il demande que telle disposition soit modifiée dans tel ou tel sens. Il peut suggérer même d'introduire de nouvelles dispositions dans la loi qui a été votée. Et le Parlement se réunit une seconde fois et une dernière fois sur la loi en question pour prendre en compte, pour analyser, pour examiner les demandes du président de la République. Le Parlement est autonome, souverain. Il a beau recevoir les demandes du président, il a beau recevoir ses commentaires, le Parlement peut ne pas suivre la demande du président de la République et voter la loi telle qu'elle avait déjà voté la première fois, ou voter différemment, en tout cas, peut ne pas donner suite à la demande du président de la République. C'est la réalité législative au Bénin. Mais nous sommes dans un régime présidentiel où l'ensemble de l'action publique, de développement, d'organisation, de sécurité, de financement, tout cela relève des prérogatives du président de la République. Quand il y a divergence majeure entre le président de la République, entre le gouvernement et le Parlement, il peut y avoir un blocage. Et on l'observe dans les grands pays où ils ont un système bipolaire, où le pouvoir est véritablement partagé entre un Parlement, je vais donner l'exemple de la France, entre le Parlement et le président de la République. Parce que ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentiel, mais qui partage son pouvoir exécutif avec la majorité parlementaire. Il peut y avoir des blocages terribles. Le Bénin n'est pas dans un régime du genre, mais quand même, les lois peuvent être votées sans l'approbation ou sans prendre en compte les demandes ou les exigences du président de la République. C'est bien pour la démocratie,
Mais parfois, pour les pays comme les nôtres, ça génère des paralysies ou ça génère des perversions. Et c'est surtout les perversions qu'il faut craindre. Pendant longtemps, pour ceux qui ont la mémoire des choses, pour voter les lois au Parlement, ce sont des valises d'argent qui vont à Porte-Novo. Vous avez oublié ça, apparemment. Pourtant, ça date d'à peine 10 ans. On en parlait de manière confortable. C'est devenu quelque chose de courant. Ça ne gênait plus personne. Les lois, toutes les lois pratiquement, en tout cas les lois majeures, notamment si c'est une proposition de loi venant du gouvernement, il faut payer avant que le Parlement ne vote. C'est une proposition de loi dans laquelle le président ou le gouvernement a un intérêt particulier sur une disposition particulière. Elle a beau être pertinente. S'il ne paye pas, ce ne sera pas voté. Les valises d'argent circulaient entre Cotonou et Porte-Novo. Tout le monde le savait, ça. Et ça nous convenait bien. Nous étions tombés dans une perversion qui est devenue quelque chose de sport national, comme la plupart de nos travers. Hein. Mais j'ai été très vite confronté aussi à cette demande-là. J'ai dit, avec moi, pas question. C'est fini ça. Moi, je suis venu pour réformer. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais dit, je ferai un seul mandat de réforme et ça me suffira parce que je considérais qu'il fallait combattre nos tares, nos perversions, nos vulnérabilités et que cela allait améliorer la population publique. La bonne gouvernance, allait instaurer la bonne gouvernance. J'ai combattu, j'ai refusé. Mais ce n'est pas n'importe qui résiste à ça. Mais j'ai entrepris, moi, honorablement, de parler avec la classe politique entière, tous les partis existants, y compris le FCBE d'alors, en proposant un pacte, en proposant qu'on travaille ensemble. Une partie a accepté, d'autres ont reçu le dictat de leur chef. Non. Mais j'ai réussi à recomposer une majorité au Parlement pour accompagner l'action publique, mon action. Je ne peux pas, parce que moi je suis chanceux, parce que je suis parfois un peu kamikaze, je ne peux pas voir des imperfections, des choses graves qui génèrent des travers et en partant dire, bon, tant pis, moi je m'en suis sorti, le reste on verra bien. C'est mon pays. C'est le pays de mes enfants, mes petits-enfants, de vos enfants, de nous tous, de mes concitoyens, les gens de mon village, les gens du village voisin, les gens du village lointain. Bref, c'est le pays de mes concitoyens. Et si Dieu me donne une longue vie, je serai béni encore peut-être pendant quelques années et je vais subir la gouvernance de mon pays. Donc, je ne peux pas voir quelque chose mérite d'être corrigé, quelque chose est une faiblesse, une tare, une perversion, et laisser ça ainsi. C'est pour ça qu'on a suggéré qu'il y ait un organe qui soit capable d'arbitrer entre le président de la République et le Parlement en cas de blocage, au cas où une loi serait votée par le Parlement. Le président de la République demande une deuxième lecture. Le Parlement ne tient pas compte de la demande du président. Donc, il y a deux positions. Et cela peut être une loi importante. C'est vrai que les lois de finances, la Constitution a prévu les voies et moyens pour contourner les blocages. Mais il y a plein d'autres lois qui sont d'importance pour la République et qui parfois font l'objet donc de blocages entre le Parlement et le gouvernement. Nous avons dit qu'il peut y avoir un conseil de sages, de sachants, les gens qui ont été au Parlement, qui ont été dans la fonction, qui ont été à la Cour constitutionnelle, sont des personnalités diverses qui peuvent examiner la demande du président, la loi votée par le Parlement et dire le Parlement a raison, le président de la République a tort, ou bien le président de la République a raison, c'est le Parlement qui a tort. Un tel organe peut permettre, si le président de la République a des observations, des demandes qui vont dans le bon sens, qui sont d'intérêt général, un tel organe peut permettre que cette loi soit votée, soit promulguée selon les demandes
pertinentes du président, afin que ce ne soit pas des considérations politiques, mesquines, qui empêchent la mise en œuvre de quelque chose qui est bon pour le pays. Nous considérons que ne regardez pas le Sénat à l'entame. Imaginez le Sénat dans 10, 15, 20 ans. Un organe du genre qui rassemble autant de personnalités qui ont été dans ces genres de fonctions, forcément à quelque chose de plus que le gouvernement lui-même, que quelque chose de plus que le Parlement lui-même en matière d'appréciation de l'intérêt général. Un tel Sénat peut être un bon arbitre, parce que c'est pour aussi que le président de la République veuille faire quelque chose qui ne soit pas de l'intérêt général, ou bien qui soit purement relatif à un calcul politicien, politique. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons dit que le Sénat peut avoir un petit rôle législatif. Le Sénat ne peut pas reformuler la loi. Il peut simplement dire telle position paraît plus conforme aux intérêts de la nation que telle position donc donne raison à l'une position. Et quand le Sénat arbitre, la disposition ou la loi ou les dispositions de la loi qui ont reçu l'arbitrage du Sénat s'imposent. Et en ce moment, le président est tenu de la promulguer, ou sinon, la Cour constitutionnelle proclame la loi exécutoire. Voilà un aspect qui relève de ce que je sais de la fonction que j'ai exécutée pendant bientôt 10 ans. Le Sénat également peut demander parfois une deuxième lecture. Le Parlement a voté une loi et le Sénat estime qu'il y a telle disposition qui sont peut-être pas suffisamment pertinentes ou qui ne vont pas dans le bon sens. Le Sénat peut conseiller, en fait, peut demander au Parlement, je vous suggère d'examiner telle chose. Et vous revotez la loi. Si le Parlement vote la loi à nouveau, sans tenir compte des observations du Sénat, le Sénat ne peut rien faire. Le Sénat s'incline parce que le Sénat n'a pas véritablement le pouvoir législatif direct. Il peut arbitrer, il peut conseiller, mais il ne peut pas voter une loi. Donc, si l'Assemblée nationale n'est pas favorable aux observations du Sénat, l'Assemblée vote en son âme et conscience, souverainement. Et maintenant, c'est une affaire entre l'Assemblée et le président de la République, qui sont les deux qui détiennent la légitimité du pouvoir législatif et exécutif. Voilà. Voilà pourquoi nous avons instauré le Sénat. Il y a une troisième prérogative, mission du Sénat, c'est d'appeler de temps en temps les acteurs politiques à la raison. Vous savez, on me dit, mais la Cour constitutionnelle est déjà un organe qui régule la vie politique, mais ce n'est pas vrai. On dit, mais les acteurs politiques peuvent répondre devant la loi de ce qu'ils font. Mais on ne répond pas souvent devant la loi, les acteurs politiques, de nos actions politiques. Il y a plein de choses que le politique peut faire, peut dire, qui ne soient pas condamnables au pénal, mais qui peut porter préjudice grave à la nation entière. Tout à l'heure, je vais vous donner 2 exemples. Donc, la Cour constitutionnelle ne statue que sur la conformité des textes, des lois, des règlements par rapport à la Constitution. La Cour constitutionnelle ne statue pas sur le caractère politique, le caractère pertinent des actes, des lois et autres. Jamais. Or, l'action politique qui induit l'action publique conditionne notre vie. Vous me direz, comme le peuple a voté pour le Parlement, voté pour le président de la République, peu importe ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est mauvais d'instruire un organe pour des fois dire aux gens, appeler les gens à la retenue, rappeler les gens à l'ordre, conseiller les gens? Un exemple. On interdit les filets qu'on appelle, pour la pêche, la pêche, il y a un filet, un équipement de pêche qu'on appelle Merokpo Konu.
C'est-à-dire, vous faites la pêche avec ça, vous ramassez tout. Les menus frétins, y compris même les alevins. Tout, vous ramassez tout. Et quand on utilise ces genres d'équipement, on appauvrit le plan d'eau, le cours d'eau. Et la pêche finit par, la recherche halieutique finit par mourir complètement. Donc, l'État régule et empêche les équipements qui ne sont pas conformes à l'intérêt général. Un homme politique, conseiller communal, député, ministre, non, parce qu'en général, les règles en un moment sont fixées par le gouvernement et un ministre fait ça, il va être démis tout de suite. Mais vous prenez un acteur politique, chef de parti politique, conseiller communal ou député, qui dit à ses parents, dans sa localité, n'écoutez pas, ne faites pas attention à cette règle, à cet arrêté du ministre des Histoires, continuez de pêcher avec votre filet, mais ne pas que nous. C'est un acteur politique, hein, c'est pas un citoyen ordinaire. Donc c'est une personnalité du pays. C'est une personnalité qui est écoutée, qui aspire à gouverner, ou soit qui a déjà gouverné, donc qui exerce une certaine influence sur la population. Et il appelle les populations à ne pas tenir compte de ça. Un maire prend un arrêté pour interdire le prélèvement du sable, de gravillon dans une carrière, en disant que cette carrière a atteint un niveau où continuer déstabilise l'environnement. Et il dit interdiction de prélever, de continuer à exploiter cette carrière. Un homme politique arrive et dit, il dit n'importe quoi lui, continuez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne continue, elle va répondre devant la loi après. C'est elle qui va payer, qui va sanctionner par la loi. Si le pêcheur continue d'utiliser son équipement de pêche et qu'il est confondu de cela, c'est lui qui va être pénalisé. Et parfois, il va y avoir une rébellion sur l'eau. La police fluviale va sur l'eau pour contrôler les filets et les populations pour se soulever contre la police fluviale. Coups, blessures, désordre et même parfois perte en vie humaine. Le véritable auteur, c'est qui? C'est l'homme politique. Mais aller devant la justice, en pénal, correctionnel, c'est un délit. Il appelle des gens à ne pas respecter la loi. Vous êtes magistrat. On vous présente un acteur politique qui a appelé les populations à ne pas respecter la loi, contester la loi. Et il va dire, non, moi j'ai seulement critiqué la loi. Mais il conteste la loi, il soulève les gens contre la loi. Vous ne pourrez pas le condamner pénalement. Vous avez du mal. En plus, un acteur politique. Voilà les limites. Je ne suis pas juriste, hein, autrement je ne suis pas magistrat et consort, mais je vis au quotidien ce genre de choses, je suis face à ce genre de situation. Où un homme politique va dire ça, et il va être devant la loi, mais ce n'est pas lui qui a fait la bêtise. Ce n'est pas lui qui a péché avec un filet. Lui, il a simplement dit aux populations, mais j'estime que le test de loi, le règlement ou l'arrêté qu'on sort était excessif ou bien n'est pas pertinent et qu'on sort, je n'ai dit que ça. Mais ça, ce n'est pas condamnable. C'est ni un délit, ni un crime. Il faut que les juges aillent très loin pour aller trouver la culpabilité pénale d'un tel comportement politique. Et ça fait des dégâts énormes dans nos communautés. Il y a des choses qu'un citoyen lambda peut dire. Tant qu'il n'a pas un frein, il n'a pas commis un délit, il peut continuer de le dire. Parce qu'on n'arrête pas les gens, on ne pousse pas les gens juste parce qu'ils disent cette loi-là, moi je ne vais pas la respecter. Un citoyen le dit ça, on ne le fera rien du tout. Il conteste la loi alors qu'il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de contester les tests, les règlements, les lois de la République. On peut les critiquer, on ne peut pas les contester. Pour les contester, il faut aller devant les juridictions qui ont la compétence de recevoir les contestations et de statuer pour dire « Ah, le citoyen a raison, telle loi, tel règlement, tel décret n'est pas conforme
à l'ensemble du dispositif positif légal de notre pays. Mais en dehors de la contestation devant la juridiction, théoriquement, personne n'a le droit de contester l'autorité de la loi, des règlements, dès lors qu'ils sont en vigueur. Donc, que les citoyens, même si on ne doit pas le faire, qu'ils contestent l'autorité de la loi et des règlements, on ne peut pas mettre les gens en prison pour ça. Mais qu'un acteur politique, une personnalité politique, qui a de l'influence, qui aspire à gouverner, qui a même déjà gouverné, fasse de telles choses, ce n'est pas pénalement qu'il faut régler ça, il faut régler ça politiquement, il faut l'appeler à la raison. Il faut qu'il y ait parfois, un observatoire pour dire tel ou tel, ce que vous faites pour un politique, pour un chef de parti, pour un ministre, pour un député, pour un conseiller communal, ce n'est pas bien parce que vous remettez en cause l'ordre global. Le Sénat a aussi ce rôle-là, de pouvoir interpeller les acteurs politiques sur des choses qui sont contraires à l'intérêt général, qui sont contraires à la sécurité, qui sont contraires à la paix. Quand un homme politique dit « Moi, je vais appeler les miens, ils vont venir si vous allez vous affronter sur le terrain. » D'un homme politique, ce n'est pas bien. Mais est-ce que vous allez le poursuivre en pénal pour ça? Parce qu'il a dit, je vais appeler les miens, vous allez venir s'affronter. Non. Ce n'est pas tout qui est pénal. Il faut éviter aussi d'amener les acteurs politiques systématiquement devant la loi parce que ça crée trop de problèmes. Ce qui n'est pas convenable politiquement. Il faut qu'il y ait un organe pour leur dire, ce n'est pas bien ce que vous faites. Ne faites plus ça, ne dites plus ça. Et si là, les personnes refusent, récidivent, vont jusqu'à demander qu'il y ait un coup d'État, vont jusqu'à demander à ce qu'il y ait la guerre civile, vont jusqu'à demander que les populations s'affrontent. Là, on peut dire, ah non, là, vous exagérez. On peut prononcer même une sanction politique contre ces personnes-là. C'est tout. Nous mettons en place dans notre pays des dispositions qui accompagnent notre dynamique de développement, la compétition politique, l'activité politique, comme dans tous les autres domaines où, quand on est dans un métier, il y a des codes de déontologie, il y a des lois, des règlements qui les organisent, qui sanctionnent. Il n'y a qu'en politique où aucun test, aucun règlement, aucune institution n'appelle à recadrer l'activité politique, l'action politique ou les propos politiques. Ça n'existe pas au Bénin. C'est le seul métier. On peut faire ce qu'on veut et il n'y a personne qui peut vous rappeler à l'ordre. Si vous êtes médecin, infirmier, artisan, policier, je ne sais pas quoi, zémédien et consort, votre activité est réglementée. L'activité politique, non. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez appeler les gens à se tuer. À la limite, on ne vous dira rien. Est-ce que c'est un tort de proposer qu'il y ait un conseil de sages qui appelle les uns et les autres à la raison pour que nous vivions plus en harmonie et que l'action politique publique soit efficace et non chaque fois objet de conflits, de guerre. Voilà, mesdames et messieurs, l'intérêt du Sénat. Je pense qu'il serait bien que nul ne se dérobe. Que nul ne se dérobe. Que toutes les personnes qui ont servi ce Bénin, ce pays, qui ont une certaine personnalité, une certaine expérience, une certaine notoriété, acceptent, pendant qu'ils sont encore un peu vigoureux, d'être dans ce conseil de sages. Moi, je ne vais pas me dérober. Et j'espère que personne ne se dérobera. Personne. Ce n'est pas très contraignant d'être dans ce conseil, dans ce Sénat, pour donner son opinion, pour apprécier ce que font les uns les autres, pour conseiller et pour apaiser, pour servir de tampon. Non. Donc, je pense, je vais l'espérer, que toutes les personnes visées vont accepter de siéger au Sénat, y compris moi-même. Monsieur le Président, je suis Éric Guédénon de Canal 3 Télévision. Alors, la loi que vous avez promulguée, il y a la question des mandats.
Des mandats. Oui, c'est vrai qu'on ne doute plus de votre volonté de faire jouer le Bénin dans la Cour des grandes nations. Cependant, aucun grand pays démocratique majeur n'a instauré 7 ans. Pourquoi le Bénin a fait l'option de 7 ans? Le Bénin aspire à être dans la catégorie des grands pays. Les grands pays font 5 ans et le Bénin fait 7 ans. C'est comme si nous on recule, on se met dans la catégorie des pays qui... Non, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu en 2016 à proposer à mes concitoyens qu'on instaure un mandat un peu plus long que 5 ans, mais un mandat unique. Parce que j'ai dit que 5 ans, c'était trop court pour agir efficacement et pour avoir un résultat. C'est trop court. Mais j'ai dit que la quête d'un second mandat pervertit l'action courante. Parce qu'on a les yeux rivés sur le second mandat et on est un peu même populiste. C'est pour ça que j'ai proposé les 2 choses. Rallonger le mandat pour avoir un temps plus long pour l'efficacité de l'action publique, mais un seul mandat pour ne pas être conditionné par le besoin de renouvellement. 10 ans après, ayant été dans la charge, je peux vous dire que je suis plus que jamais convaincu que 5 ans, c'est trop court. Surtout, si ce n'est pas un mandat unique. C'est un paradoxe, hein, ça paraît. Surtout si ce n'est pas un mandat unique, 5 ans est trop court. Parce que celui qui est élu pour un premier mandat, s'il est un homme politique, il voudrait forcément un second mandat. La vocation politique ne s'exprime pas seulement pour exercer la charge de la fonction une seule fois. Et vous le savez tout très bien, la plupart des acteurs politiques qui postulent pour être président de la République, ils voudraient bien faire le nombre de mandats qu'il faut, 2, 3 ou 4 si possible. Donc le fait de vouloir un second mandat requiert que le premier ait un bilan. Si vous faites un premier mandat qui n'a pas de bilan, vous ne pouvez pas solliciter de vos concitoyens de vous reconduire dans la charge. Mais comment on fait pour avoir un bilan visible au bout de 5 ans? On ne fait que des choses visibles en apparence, mais qui manquent souvent de profondeur, de qualité. Une telle situation pousse les gouvernants, le président de la République, les régimes, dans la précipitation. Et tout ce qui est fait est bâclé. Sans études, sans compte expertise, sans donner le temps qu'il faut aux entreprises pour exercer, quand c'est des travaux, que c'est une réforme, tout ce qui relève de l'action publique est fait de la précipitation. Parce qu'on veut, au bout de 2 ou 3 ans, avoir un résultat visible. Les pays qui font 4 ans, les grands pays, 4 ans, 5 ans, c'est des pays dans lesquels tout est déjà fait. On va prendre l'exemple des États-Unis qui font 4 ans. L'exemple de la France qui est passé de 7 ans en 5 ans. Mais quand vous écoutez les attentes des populations aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France, c'est quoi l'attente des populations? Quelle est leur demande face aux acteurs politiques? Quand vous écoutez l'offre politique des acteurs politiques italiens, espagnols, français, canadiens, américains, quand vous écoutez leur offre politique, de quoi ils parlent? Vous n'entendrez jamais les populations françaises, américaines ou italiennes demander de l'eau à leurs acteurs politiques. Il nous faut de l'eau, il nous faut de l'eau, jamais. Qui a déjà entendu ça une fois dans les réclamations des populations en France ou aux États-Unis? Jamais. Vous n'entendez jamais demander de l'électricité. Ils ne demandent jamais la route. Ils ne demandent jamais des hôpitaux. Ils ne demandent jamais les écoles. Même pas les universités. Peut-être des centres de recherche.
Pourquoi? Parce que l'eau, ils l'ont déjà depuis longtemps. La route, ils l'ont depuis longtemps. L'électricité, les gens naissent avec ça, ils ne s'imaginent pas que ce soit un bien particulier. C'est une banalité. Vous n'entendez pas les gens dire, dans ma région, je vais à l'université. Les gens ne demandent pas ça. Les populations vont dire, nous voulons lutter contre l'immigration. Pour qui on va voter pour qu'il combatte l'immigration? Pour qui on va voter pour qu'il assure notre sécurité dans les quartiers, dans les villes? Sécurité. Lutte contre l'immigration. On va entendre, nous ne voulons pas aller à la retraite à 65 ans, on veut continuer à la retraite à 60 ans. Des choses qui relèvent du confort de vie et non des fondamentaux de survie même, d'existence. Nous sommes sur deux planètes différentes. Nous sommes dans deux mondes différents. Le président américain, jamais quelqu'un lui demandera « Oh, l'électricité, consort, école et consort », jamais. Lui va parler d'impôts. Il va parler d'immigration. Il va parler de la rivalité avec la Chine. À la limite, on peut élire un président américain pour 1 an. C'est suffisant. Parce qu'on veut qu'il prenne des mesures tout de suite contre l'immigration. Un décret suffit. Une fois qu'il a pris le décret, il peut dire bye-bye. Il a satisfait les besoins de ses électeurs. Une fois qu'il a fixé le taux de douane sur ce qui doit venir de la Chine partout et il peut dire bye-bye, j'ai fini. Donc, le temps d'action pour un président américain, 1 an peut suffire pour qu'il satisfasse les demandes de sa population. 1 an peut suffire. Si vous allez en France, il faut combien de temps à un gouvernement pour voter la loi, prendre les décrets pour mettre la retraite à 60 ans, 65 ans, 70 ans? Il ne faut pas 2 ans, il ne faut pas 5 ans. Il faut combien de temps pour prendre un texte pour modifier les conditions d'immigration en France? Pas du temps. Alors, nous imitons des gens qui n'ont pas du tout le même problème que nous. Alors que pour construire des routes, quand vous voulez, on attend de vous, dans chaque localité, qu'il y ait des routes dans chaque localité. Si vous faites ça ici, vous ne faites pas ça là-bas, après les 2 ou 3 ans, vous avez les élections, ils ne voteront pas pour vous. Vous n'avez rien fait pour eux, pour la route. Moi, je suis arrivé, j'ai espéré qu'au bout de 5 ans, j'aurais atteint 80-90% de couverture en eau potable. C'était mon plan, c'était ma volonté, on était engagé là-dedans. Il y a encore des endroits où on dit, mais on a demandé de l'eau, vous êtes venu ici en campagne, on n'a pas eu l'eau. Certains n'ont pas eu de marché, pas eu de stade. Nous avons une course contre la montre. Ça a été terrible. Moi, j'ai pris 20 ans en 5 ans. Ouais, je n'étais pas comme ça il y a 10 ans. Et quand je regarde ma coupe de vieillesse, je vois que je suis sorti de la courbe. J'ai vieilli plus vite que je devais l'être. Mais c'est pour dire que le temps de l'action efficace est beaucoup plus long que le temps de la reddition de comptes, le temps politique. Mais quand les gens vous demandent des centres de santé, les gens vous demandent des écoles, les gens demandent de l'eau, c'est d'une telle urgence. Mais malheureusement, si au bout de 1 ou 2 ans, vous n'avez pas fait ça, les populations ne comprennent pas que le temps imparti n'est pas suffisant, qu'il faut beaucoup plus que ça. Vous vous rappelez, j'ai invité les femmes ici, dans Topa, ici à la présidence. Je les ai invitées, j'ai dit, dans Topa, on ne peut pas rester là indéfiniment. Insalubrité, incendie, c'est un peu conforme au commerce. Dans 20, 30, 40 ans, le Bénin sera 50 millions d'habitants, on ne peut pas garder ton Topa là. Vous allez accepter de partir de là. Ça fait 8 ans. Dantopa n'a pas encore déménagé. Pourtant, nous sommes acharnés au travail. Ceux qui connaissent la zone peuvent aller voir. Mais il a fallu des études. En telle matière, il ne faut pas des études n'importe comment. Des expertises, des contre-expertises, les financements, les contrats d'entreprise. Nous sommes en fin de mandat. Ça a été l'une des priorités de mon action en termes d'infrastructures marchandes. 9 ans après, Dantopa n'a pas déménagé encore, même si les travaux sont finis. Nous avons décidé
que le bitume, le goudron aille partout au Bénin. Je n'ai jamais réussi à le faire en 5 ans. Jamais. Mes chers amis, si nous passons notre temps à imiter, à copier les autres, nous n'allons jamais réussi à faire ce qu'ils ont fait dans le passé, quand les conditions étaient différentes, quand ils avaient le temps plus long, les temps d'action plus longs. Nous faisons un saut dans l'avenir avec nos besoins qui datent du Moyen-Âge et nous voulons utiliser les mêmes outils, les mêmes tests, les mêmes temps que ceux qui ont fini avec ça il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Si nous voulons que nos hommes politiques, les présidents que nous allons élire, ne fassent pas un remake de Maria Gleta, il faut leur donner le temps de l'action. Maria Gleta a été un échec pour 2 raisons essentielles. La précipitation. Le président Boniaï, je pense qu'il est lui aussi, il voulait qu'il y ait de l'électricité. Parce que c'est des choses qui dans votre bilan, vous qualifient. Tellement ils étaient pressés qu'ils sont adressés à des gens incompétents. Ils n'ont pas le temps d'apprécier la compétence de ceux qui leur ont fait des études. Ils n'ont pas eu le temps de demander des contre-expertises pour voir si c'est pertinent, sur les choix technologiques qui ont été proposés. Les vendeurs d'illusions, il y en a partout dans le monde. Vous êtes pressés, on va vous vendre n'importe quoi. On a donné un temps de réalisation qui était trop court. Même si la corruption a été un élément. Mais je pense que l'élément fondamental d'un tel échec, c'est le défaut d'études pertinentes, le défaut du temps nécessaire pour une bonne expertise et le défaut du temps nécessaire pour la construction d'une unité fonctionnelle qui marche et qui est capable de traverser le temps. Et des erreurs comme ça, on en a commis partout. Vous avez vu les vidéos sur l'Assemblée nationale, Porte Nouveau, qu'on ne peut pas habiter parce que c'est trop dangereux, qui a été démoli maintenant. Les études ont été défaillantes. Qu'elle a été construite sur la base d'une étude qui avait beaucoup de faiblesses. Il y a des choses qui requièrent 1 an, 2 ans d'études. Ganvier, c'est un endroit pittoresque qui peut servir le tourisme. Mais les conditions d'hygiène et de vie n'y sont pas. Maintenant, on a fini de faire le réseau d'eau. Subaquatigan, sous l'eau. L'électricité, c'est en cours. Mais la collecte des eaux usées, la station de traitement, c'est maintenant que c'est en cours. C'est maintenant que c'est en cours. 9 ans après. Ganvier sera cette merveille maintenant, peut-être dans 2 ou 3 ans, parce que maintenant ça va aller vite. Mais il a fallu peut-être 10 ans d'études, d'expertise, de contre-expertise. Le temps de l'action est un temps long en ce qui concerne nos besoins. Et c'est pour ça que nous avons raison de ne pas choisir 4 ans, 5 ans comme les grands pays, parce qu'ils sont déjà grands, parce qu'ils ont réalisé ces choses-là dans le passé, il y a très longtemps. Nous, on commence à peine. Je vous en prie, donner 7 ans à un régime est un temps moyen suffisant pour avoir des résultats. Quand on regarde le minimum de temps requis pour la plupart de ce qui relève de nos besoins, des besoins de nos populations. On me dira, mais quand le président il est mauvais, 7 ans, ce n'est pas trop long. Là également, on a tort. Quand le temps est court, il ne permet ni au mauvais de faire quelque chose, ni au bon de faire quelque chose. Que vous soyez bon ou mauvais, quand le temps est court, vous ne faites rien. Quand le temps est long, est suffisant, celui qui est bon fera quelque chose. Celui qui n'est pas bon, il ne fera rien. Mais ça ne change rien pour celui qui est mauvais. Donc le président qui n'est pas bon, le gouvernement qui n'est pas bon, que le temps soit suffisant, ou trop court, ou trop long, il ne fera rien. Mais il ne faut pas qu'à cause de lui, on vote une disposition qui empêche ceux qui sont bons
de faire des bonnes choses. Non, on regarde le mal pour empêcher le bien de se faire. En fait, voilà comment je dis ça, la disposition philosophique qui nous guide ici, dans les pays où nous sommes confrontés au manque de confiance, au manque d'efficacité. Comme peu de gens sont bons, alors on met en place des dispositions qui empêchent tout le monde d'être bon. C'est le paradoxe du humain. Non, donc, c'est pas parce que de temps en temps, la communauté aura des présidents qui ne sont pas bons, qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas pertinents, qui n'ont pas de bonne vision. Ce n'est pas pour ça. Il faut considérer que jamais il n'y aura de bons présidents et en conséquence, on met des tests en place qui ne donneront jamais la possibilité à quelqu'un de bien inspiré de faire des choses pour satisfaire nos besoins. Voilà pourquoi j'ai estimé que partant de la fonction, j'estime que ce que je peux faire de bien pour mon pays, c'est de relever tout ce que j'ai pu constater pendant mes 2 mandats, tout ce que j'ai pu analyser. Mais quand même, j'ai parfois l'esprit assez critique. Je parviens à observer. Donc, mais tout ce qu'il faut comme solution pour transformer l'essai, pour que le Bénin aille plus loin, plus vite, plus efficacement, plus durablement pour les temps à venir, je me suis permis de dire, voilà, de ce que j'ai pu observer, ce qui nous permettra de transformer l'essai. Ne pas avoir été dans cette fonction pendant 10 ans et partir sans laisser quelques indications pour ceux qui vont nous succéder. Ce n'était pas à mon profit. Ce sera au profit de personne, ce sera au profit du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Agapit Maforikan de la télévision privée commerciale Télé Bénin. Monsieur le Président, je voudrais juste rebondir sur les 7 ans toujours, mais concernant les maires et les députés. Cette fois-ci, 7 ans renouvelables une seule fois. Pour le président, c'est limité. Une fois, ça peut se comprendre. Pourquoi pour les élus locaux et pour les députés, ce n'est pas limité? Merci, Monsieur le Président. Le fait de limiter le nombre de mandats pour des élus qui ne sont pas dans l'exécutif, parce qu'on aura appliqué le même principe qu'on a adopté pour le président de la République, était une erreur pour ces 2 raisons suivantes. Nous sommes dans un régime présidentiel. L'action publique est exercée par le président de la République. Tout ce que vient de dire, le bilan, le temps d'action, l'efficacité dans le rôle, l'énergie qu'il faut pour mettre tout ça en œuvre, c'est requis pour le président de la République, mais ce n'est pas requis pour un député. Est-ce qu'on est d'accord? Donc nous sommes en fait dans 2 champs différents de compétences, 2 champs d'exigence, 2 champs de disponibilité différents. Ce qui justifie qu'un président de la République ne pas rester longtemps parce qu'il va s'écléroser, il va se fatiguer, sa vision, il va rester enfermé dedans, il ne va pas pouvoir faire les corrections qu'il faut, il est dans l'action. Et pour ça, il ne faut pas qu'un homme s'éternise au pouvoir. Mais par contre, le député le plus efficace, qui va avoir le plus de pertinence dans l'action parlementaire, c'est le député qui a de l'expérience. Et on peut l'observer. Les parlementaires sont plus pertinents dans leurs analyses, dans les suggestions, dans les propositions, dans les analyses comparées, quand ils ont de la matière, quand ils ont de l'expérience. Donc, on prive le pays de ce que les gens ont pu capitaliser comme expérience politique et qui est requis dans l'action parlementaire, qui est requis dans l'action législative. Voilà une raison suffisante pour dire qu'on a appliqué les critères du président de la République aux autres alors que ce n'est pas du tout la même chose. La deuxième raison, c'est la démotivation que cela peut générer dans l'animation de la vie politique et dans l'appartenance au parti politique. Celui qui ne peut plus être un élu, il est démotivé, il n'est plus engagé, il n'est plus actif. Est-ce qu'il faut systématiquement qu'il y ait un renouvellement systématique des acteurs politiques ou bien il faut qu'il y ait un renouvellement mérité? Est-ce que c'est parce que d'autres attendent qu'il faut nécessairement dire ceux qui ont déjà été acteurs politiques quitter la scène
que les autres montrent. C'est une façon d'amener, de faire la promotion, non pas par le mérite politique, mais pas simplement le principe de renouvellement systématique. Ce n'est pas en toute chose dans la vie que le renouvellement systématique est un bienfait, est pertinent. Il y a bien de domaines dans la vie où il ne faut pas renouveler les gens de manière systématique. Un médecin qui a capté de l'expérience, vous dites qu'il est trop vieux, dès que quelqu'un sort de l'école, il faut qu'il le remplace. Si on fait ça, on va tuer la qualité de la médecine. Vous direz comparaison n'est pas raison, mais je peux vous dire que si on veut que les partis politiques se renforcent, restent dans la durée, concourent à la stabilité politique, concourent à la continuité de l'action publique, il faut que ce soit les populations qui décident pour qui ils vont voter. Il faut que ce soit les partis politiques qui décident de qui va monter de rang, de cran, de palier en raison de son intelligence, de son génie, de son engagement, de son militantisme et de ses mérites, au lieu de rendre cela systématique. On a fait une erreur. J'estime que celui qui est bien né doit pouvoir corriger ses erreurs sans qu'on ne lui répète 2 fois. Merci, Monsieur le Président de la République. Franck Aounon de Canal 3. Alors, je voudrais savoir quel est le contenu de la critique qui est consacrée par la Constitution. Qu'est-ce qu'on y met concrètement? Merci. On n'y met rien du tout. La critique, c'est la critique. Seulement que la Constitution recommande aux acteurs politiques, notamment ceux qui ne sont pas en charge à un moment T, leur recommande qu'en critiquant, de proposer des solutions. Si vous dites que quelque chose n'est pas bon, vous êtes un acteur politique. Parce que c'est facile de dire, vous prenez un test pour organiser la pêche, ce que vous avez dit n'est pas bien. Vous ne voulez plus qu'il y ait des filets de tel type, vous avez pris un règlement, un arrêté pour le faire, ce n'est pas bon pour telle raison. Voilà plutôt la solution qui permet de régler le problème de non-approvissement de nos cours d'eau. Mais si vous dites que ce n'est pas bon, point bas, ne faites pas ça, et la population ne fait pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas, pour un acteur politique, ce n'est pas bien. D'autant que nous voulons que par la Constitution, on veut réserver aux acteurs politiques la gouvernance du pays. On les privilégie. On dit, ce sont les partis politiques. Ce sont ceux qui ont un parcours politique qui vont gouverner le pays. Alors, si on leur donne ce privilège, il faut aussi qu'on leur dise quels sont les contreparties qu'il va avoir. Critiquer, mais proposer. Même pour l'humain que nous sommes, critiquer sans proposer, c'est de l'insulte. Ou alors, quand vous critiquez, vous dites, je ne sais pas comment il faut faire, hein, mais je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. C'est déjà une façon différente de la critique que souvent les acteurs politiques n'ont pas. Donc, cher monsieur, la Constitution n'a pas limité le champ de la critique. Elle recommande simplement aux acteurs politiques qu'ils puissent de temps en temps faire des propositions quand ils trouvent que quelque chose n'est pas bien. Et recommande également à l'exécutif de mettre en place un cadre de concertation avec les acteurs politiques d'opposition pour que ceux-ci n'aient pas que la rue, n'aient pas que les médias pour leur proposer des alternatives à leur choix d'action publique. Donc, la Constitution a recommandé 2 choses. À celui qui est dans l'exécutif, de créer un cadre de concertation, et recommande que celui qui n'est pas dans la charge, de pouvoir faire des propositions concrètes quand il estime que l'action n'est pas bonne, mais la critique, elle est libre. Et pour les politiques, et pour les citoyens simples. Merci. Je voudrais, avant de vous adresser mes vœux de manière formelle, vous souhaiter une bonne année, vous des médias et de la presse. Le Bénin fait son chemin. Nous allons souhaiter que 2026 nous apporte davantage que les années passées.
bonne santé à tous, du métier et qu'il y ait un peu plus de ralice.